qui a fait que le citoyen intègre justement cette notion-là. Moi, je me rappelle d'un Congo, j'avais 6-7 ans, j'ai jamais connu des coupures de courant. Ça date de 86, avant les années 80, avant les années 90. Alors, quelles sont les causes identifiées à la nucléaire? Bon, moi j'ai pris l'habitude de parler d'un concept qui est assez intéressant, c'est la programmation de la pauvreté. Alors aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que le Congolais intègre ce phénomène de pauvreté. Vous devez vous rendre compte que les choses sont faites de façon progressive et très lente, qu'on ne se rend pas compte dans quel état on se trouve. Le problème, c'est qu'après, il faut se réveiller, il faut un électrochoc. Voilà, pour se réveiller. Alors, je parle de programmation parce que les mauvaises décisions se sont faites depuis très longtemps. Très longtemps, et on a laissé nos politiques s'intégrer dans des erreurs pendant très longtemps, la médiocrité à long terme. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une tranche d'âge entre, on va dire, une tranche d'âge jusqu'à 25 ans qui n'ont pas connu l'eau, pas connu l'électricité. C'est un problème. C'est pour ça que même, quand on remonte sur un niveau politique, le discours politique ne passe plus parce qu'ils ne savent pas passer le message qu'il faut aux gens. Bref, quand je reviens sur Oris, nous sommes en droit de rechercher des experts, notamment congolais, déjà pour commencer par les Congolais. Les Congolais, oui, oui. Ils sont nombreux qui ont fait des grandes études sur l'écologie, sur la normalisation, sur pas mal, voilà, sur le recyclage des déchets par exemple. Et effectivement, donc, nous leur tendons la main, et nous voulons qu'ils ramènent leur expertise au sein de Boris, parce qu'on a besoin. Nous sommes en train de créer un conseil scientifique. Nous avons besoin d'experts dans tous les domaines, dans l'hydraulique, dans tous les domaines qui touchent l'écologie et l'hygiène de vie, voilà, effectivement, et l'environnement. Oui. Est-ce que ces solutions suffisent pour qu'on vous suive? Vous savez, si on se met dans l'esprit fataliste, on ne bougera pas. Nous allons essayer. C'est à nous de conscientiser les citoyens, c'est à nous d'apporter des esquisses de solutions. Si elles trouvent un écho, on y fonce. Parce que si on se dit, bon, les gens ont habitué à vivre dans ces conditions-là, on ne fait rien, on laisse tomber, ça ne bougera pas. Parce que je vais vous donner juste un exemple. Nous avons dans notre pays des gens qui sont ministres depuis 30 ans. Ça ne choque aucun Congolais. Ça ne choque aucun citoyen. Nous avons au Congo un chef d'État qui nomme son fils, son fils dirige la richesse, la source la plus importante, celle qui apporte de l'argent dans le pays. Il y a conflit d'intérêts, naturellement. Mais ça ne choque personne. Donc, selon vous, le fils du président doit occuper les basses fonctions? Ah non, non, je n'ai pas dit ça. S'il le mérite, il n'y a pas de problème. Donc, il ne le mérite pas pour vous? Alors, ce n'est pas un problème de mériter ou de ne pas mériter, c'est que tout se passe dans l'opacité totale. Dans l'opacité totale, on a l'impression que la richesse du pays appartient à la famille Nguesso. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais si nous continuons à la fermer, parce que on va vous téléphoner le soir pour dire fais attention, parce que tu gagnes un peu trop, tu as la famille au pays, il y a toujours cette intimidation. Non, je pense qu'il faut se réveiller, il faut se structurer, et il faut voir les problèmes du pays en face, sans arrière-pensée, juste pour trouver des solutions avec tous les Congolais. Alors, trouver des solutions, nous sommes ici en France, en Europe, au sein de la diaspora. Or, ce sont les Congolais qui sont en Brazzaville qui ont besoin de ces solutions. Quelle est aujourd'hui, Monsieur le Président, votre stratégie? Je reviens toujours sur cette stratégie pour que les Congolais qui sont là-bas à Brazzaville, qui sont à Matimokai ou encore à Evo, entendent ce discours et surtout qu'ils le suivent. Alors, c'est en plusieurs étapes que cela se fera. J'imagine que, pour paraphraser Blaise Chitembo, la conscientisation, c'est le point de départ. Il faut déjà que les gens prennent conscience que ce n'est pas normal ce qu'ils vivent. Ce n'est pas normal de vivre dans les conditions dans lesquelles ils sont obligés de vivre. Et
à partir du moment où ils prendront conscience, nous sommes là aussi pour éclairer. Comme a dit Alain tout à l'heure, nous sommes appelés à travailler avec des experts. Nous ne nous vantons pas d'avoir la science infuse. C'est un boulot qui sera donné à des cabinets d'experts, à des centres, à des laboratoires, ainsi de suite. Mais nous voulons apporter, en plus du raisonnement, en plus de la rhétorique, les chiffres qui vont avec pour valider justement tout ça et montrer aux citoyens que, en effet, ce que nous disons, ce n'est pas que de belles paroles, c'est aussi la triste réalité. Alors, la triste réalité, je vais m'adresser à vous, oui, en fait, dans ce document que vous avez produit, on se rend bien compte que, outre les questions que vous avez évoquées concernant l'eau et l'électricité, mais il y a un phénomène social que vous dénoncez ici, que vous condamnez, c'est le viol et la pédophilie. Donc, quel est l'état aujourd'hui du Congo sur ces questions-là, monsieur le secrétaire général? Alors, aujourd'hui au Congo, nous avons remarqué que ces choses-là ont été normalisées. J'ai toujours de la normalisation, en fait. Mais oui, Ce qui en soi n'est pas normal, en fait, ils ont intégré dans Mais oui, parce que à partir du moment où des comportements vilains, on va dire, sont ancrés dans une société, Ils sont acceptés par tout le monde, parce que personne n'est dénoncé là. Et protéger même. Et même Protégés. Hein? Protéger. C'est comme si c'est des comportements recommandés, Voilà. si on peut employer les termes. C'est comme si c'est recommandé que tout Congolais, pour avoir une notoriété, tout Congolais, pour être connu, tout Congolais, pour être une personnalité publique, il faut passer ou il faut commettre ces genres de crimes, parce que c'est des crimes en fait. La pédophilie, c'est un crime, c'est condamnable. Le détournement de mineurs, c'est des crimes. Nous le voyons ici tout le temps, il y a des procès qui sont ouverts, même sur des personnalités politiques très influentes. Dernièrement, nous pourrons parler par exemple de Georges Tron, qui a été assigné en justice. Donc voilà, nous... Alors, donnez-nous aussi un cas au Congo, puisque dans l'actualité congolaise, on a vu bien sur le réseau qu'il y a bien de jeunes politiciens, en fait, qui Parlons d'un cas au Congo. Je suis sidéré, parce que dernièrement, nous avons appris donc, un jeune Congolais qui fait partie en plus du Pona Ekolo, qui est censé être une entité de conscientisation, donc des jeunes Congolais. Et si, dans Pona Ekolo, donc les meneurs de Pona Ekolo agissent de la sorte, nous parlons, si vous me posez la question, je comprends bien que vous voulez qu'on parle de Paolo Benazo. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Paolo Benazo, tout a été démontré qu'il a bien commis un viol sur mineur, mais une semaine plus tard... En précisant qu'il reste présumé innocent. Voilà, Oui, il y a la présomption d'innocence. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir précisé cela. Il y a la présomption d'innocence. Mais la vitesse à laquelle il est sorti de prison interroge tout le monde. On a assez le droit de s'interroger. Et il a pris sa place. Voilà, il a pris sa place. Donc comme si de rien n'était, il sort de la prison et il retrouve son poste de secrétaire général, je pense, du MODEC, secrétaire général du MODEC, et membre influent de Pona Ekolo, qui est censé conscientiser la jeunesse. Moi, je pense qu'une personne comme Paolo Benazo, qui est accusé de viol, devait être écarté pendant un moment, jusqu'à ce que l'histoire soit éclaircie, devait être écarté de l'instance dirigeante de tous ces mouvements, que ce soit le MODEC et que ce soit Pona Ekolo. Juste pour ajouter, Sire, oui. Sincèrement, je voudrais quand même demander à nos concitoyens de se réveiller un tout petit peu. Parce que avant de venir ici, je suivais une émission sur Télé Congo, une émission culturelle, au cours de laquelle on posait des questions à des jeunes filles qui étaient en classe de CM1. On leur posait la question de savoir, est-ce que vous connaissez le nom de votre collège, de votre école? Elles étaient incapables de reconnaître le nom de leur école. Je dis bien incapables.
oui, je suis dans une école qui s'appelle le 17 mars, c'est ça 77, non, le 18 mars 77. Non, 18 mars 97, mais que représente cette date? Ils n'en savent rien. Et quand j'ai suivi 2 ou 3 intervenants, je me suis rendu compte que le niveau a vraiment baissé au pays. Dans un pays qui produit du bois, et que les élèves s'asseyent à même le sol, on revient sur ce qui est devenu normal au Congo. Tout ça, personne ne dit un mot. Et il y a un ministre de l'enseignement. Il y a un budget qui est voté. Et finalement, on apprend que le budget est succès jusqu'à la moelle épinière, mais il n'y a rien fait. Et l'année qui suit, le ministre est toujours en poste. Attendez, il faut qu'on réagisse quand même, sincèrement. Vous n'allez pas nous reprocher de nous retrouver, enfin certains ne vont pas nous reprocher de nous retrouver autour d'une table, de réfléchir sur les problématiques du pays. Alors, allez Makaya, se retrouver autour d'une table à réfléchir sur les problématiques du pays. Est-ce qu'on peut pas vous taxer, vous êtes en charge de la communication, du discours, de tenir un discours d'opposant? Non. Non, je dirais non parce que déjà, je ne suis pas un opposant, hein, parce que déjà, quand vous regardez le spectre politique congolais, vous dénonciez en fait. Souvent, le rôle de l'opposition, c'est de dénoncer. Souvent, dans la confusion qu'il y a dans le milieu politique congolais, on dit très bien, voilà des gens qui dénoncent tout ce que vous avez dit, les viols, les problèmes au niveau d'intégrité citoyenne, finalement, c'est des opposants pour moi. Bon, alors, vous savez, le mot opposition est très. C'est un mot intelligent quand même. Hein. Ouais. C'est un mot intelligent. Mais non, moi je ne suis pas opposant, mais voilà, je suis un citoyen politisé en fait. Ouais, c'est ça. Malgré moi, parce que je me suis senti obligé de le faire. Parce qu'il y a eu quand même un appel à la conscience personnelle qui a fait ce qu'il fallait que je m'engage dans cette œuvre. Alors, pourquoi je ne me dis pas opposant? Parce que le spectre politique au Congo n'admet pas d'opposition. N'admet pas une opposition quelconque. C'est pas possible. Pas possible parce que soit on fait des concessions pour suivre le terrain, ou soit soit on est pris dans un piège, voilà. Et non, moi, dans tous les cas, je critique même les décisions prises par l'opposition, on va dire, actuelle, qui est sur le terrain, qui est totalement amorphe, je pense, qui a un discours politique dépassé, un logiciel dépassé. C'est tous les anciens du PCG. Et le problème, l'opposition congolaise actuelle sur le terrain, ils n'ont pas d'offre politique crédible. Aujourd'hui, c'est ce que je dis tous les jours, le Congo compte plus de 70% à peu près de citoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on a une opposition qui est impopulaire. C'est pas normal. Si on voit aujourd'hui les extrêmes dans les partis politiques français, on a le FN qui monte, parce que la pauvreté est en train de s'installer en France, les gens prennent position, vont vers les extrêmes. Alors comment on peut comprendre qu'une opposition, on va dire, opposition en truc congolaise, n'arrive pas à rassembler des masses? Ne fût-ce que les 70% de Congolais qui souffrent, il y a un problème. Ça veut dire que les Congolais comprennent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas net dans tout ça. Effectivement. Alors, pourquoi on critique? Parce que toutes les décisions aujourd'hui sont prises par les politiques qui sont en place, qui sont aux commandes aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix de critiquer si c'est mal fait et d'applaudir quand c'est bien fait. Alors aujourd'hui, quand je reviens sur le problème de l'éducation, il y a quelque chose qui nous interpelle parce que quand vous regardez le programme scolaire qui existe aujourd'hui, c'est un programme scolaire qui est hors norme, qui est dépassé, qui ne sert plus à rien. Aujourd'hui, nous, dans le projet Horis, nous sommes dans les ambitions de mettre en place des écoles d'élite, avec des programmes scolaires rénovés. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui va à l'université a du mal à écrire une phrase en français. Aujourd'hui, on a des directeurs d'entreprise, directeurs informatiques d'entreprise qui ont du mal à utiliser un ordinateur. Il y a un problème. Voilà, il a été coopté, il a été mis là, écoutez, voilà, débrouille-toi. Il s'arrange à prendre quelques consultants qui maîtrisent un peu le domaine, mais voilà, ça c'est pas normal. Il faut rénover le système scolaire de A à Z parce que tout le programme qui existe aujourd'hui doit être mis à plat. Donc, votre discours, c'est pas un discours d'opposant, mais c'est un discours normal. C'est un discours de citoyen, c'est un discours.
C'est un discours de patriote, normalement, parce que, bon, écoutez, sincèrement, moi j'aime mon pays. Hein. J'aime mon pays. Bon, et puis, j'en suis fier quand même. Je suis fier jusqu'à maintenant de lui parce que je me dis, je peux encore apporter quelque chose. Mais il faut qu'on nous donne l'occasion de faire. Voilà, l'occasion, nous vous la donnons aujourd'hui, de me dire exactement ce que vous avez, messieurs, dans ce projet que vous proposez en fait en tant qu'organisation apolitique, il faut le préciser aux Congolais. Je vais revenir vers vous. Est-ce que Oris a vocation à s'installer au Congo? Oui. Oui, clairement oui. Nous ne pouvons pas travailler de l'extérieur, c'est pas possible. L'idée, c'est il faut pas que les gens prennent Oris comme un ennemi. Vous parliez tout à l'heure de l'opposition. Le problème, c'est que toutes les décisions, comme disait Alain, toutes les décisions sont prises par les politiques. La voirie, tout ça, c'est les politiques qui prennent ces décisions. Et quand ça ne va pas, vous voulez qu'on critique qui? Ici, quand par exemple la SNCF travaille mal, on critique la SNCF. On ne va pas dire que c'est Hollande qui a mal agencé les voitures, donc ça déraille. Non, on critique la SNCF. Le problème au Congo, c'est que et quand on parlait de conflit d'intérêts tout à l'heure, c'est la même chose. On ne peut pas être député et président d'une entreprise. Il y a un conflit d'intérêts. En plus, c'est inscrit dans la Constitution. Une Constitution qu'ils ont écrite eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, Oris, oui, a vocation à s'installer au Congo, mais aussi a vocation à avoir son antenne à l'étranger. Parce que c'est à l'étranger où on ira, pour l'instant, chercher des experts. La majorité des personnes que l'État envoie en formation à l'étranger ne repartent pas au Congo. Ils travaillent ici dans des entreprises françaises qui bénéficient des bourses qui ont été mises en place par l'État congolais. Donc l'État congolais finance l'expertise européenne. Pourquoi? Parce qu'elle ne favorise pas le retour au pays de ceux qu'elle forme. Donc nous voulons travailler avec ces experts-là. Pour l'instant, les conditions ne nous permettent pas d'avoir des cellules concrètes sur le terrain, mais c'est en cours de réflexion. Alors, Marcus Pissard, vous avez utilisé le mot magique, c'est constitution. On ne peut pas, messieurs, aujourd'hui parler de politique et des sujets aussi sérieux que vous évoquez sans parler de cette question liée à la Constitution. Alors, je vais juste rapidement, vous avez entendu le président s'exprimer, vous avez dû entendre ça sur Zana TV, voilà, pour lui les choses sont claires. On va aller vers une amélioration de cette Constitution. Aujourd'hui, Oris, est-ce que vous avez une position sur ce débat? Laissez des mots. Bon, ben écoutez, le changement ou la modification de la Constitution... On va parler d'amélioration. Il y a un troisième vocable, c'est pas ça a encore changé alors. Oui. Vous conviendrez avec moi que le président a même parlé déjà de référendum, oui, sans que le dialogue ait lieu. Est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée, sincèrement, entre nos soignants? Non, mais ça c'est de la gesticulation politique. Moi je pense sincèrement que les gens sont là pour tout faire afin qu'ils gardent le pouvoir, qu'ils gardent leur position sociale. Ils ne sont pas là pour le peuple. Parce qu'ils étaient là pour le peuple. Je vous dis sincèrement, ça se trouve que c'est le président qui a été le mieux aimé par le peuple congolais. Aujourd'hui, s'il voulait vraiment sortir honorablement, il aurait déjà fait un discours en disant « Je ne me présenterai pas aux élections, il n'est pas question de changer les constitutions. Si cela peut se faire, le pouvoir qui viendra pourra consulter le peuple et le faire après mon départ. S'il le fait aujourd'hui, c'est qu'il a des arrière-pensées. Et tout le monde le sait. Le PCT le sait. Sauf que nous sommes tous dans le piège. On perd du temps à discuter du changement ou non de la Constitution. Non, ces gens-là n'aiment pas notre pays, ça je peux vous le garantir, sincèrement. Alors, il y a peut-être des gens qui aiment le pays, je vais m'adresser à vous, Mille, exactement. Est-ce que vous pensez que l'opposition qui appelle au dialogue aujourd'hui a raison de le faire? Personnellement, s'il s'agissait de moi, nous ne partirons pas au dialogue. Mais je ne suis pas dans l'opposition. Voilà, vous n'êtes pas dans l'opposition, on a bien compris. Alors si je résume, si vous me permettez de le faire ainsi, c'est qu'aujourd'hui,
au niveau de RIS, vous êtes ouvert en fait peut-être à des échanges, peut-être sous forme de dialogue entre citoyens congolais, notamment ceux qui aiment le pays, afin de sortir par le haut, c'est ça? Tout à fait. Oui, effectivement. Oui, je voulais rajouter quelque chose très vite sur la Constitution et sur le risque. Aujourd'hui, moi j'ai des amis avec qui nous avons été à l'école, à la fac de sciences notamment, à Brazzaville, aujourd'hui avec qui nous sommes presque au même niveau, ils sont en train de travailler sur plusieurs projets. Il y a des ingénieurs, voilà, ils sont un peu dans les domaines, qui sont du PCT notamment, avec qui on discute beaucoup. Et j'entends la même aussi. Parce que le problème, c'est que le Congolais est dans un clivage un peu atypique. Parce que voilà, quand on voit, voilà, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Quand on voit un organisme où il y a Chitembo, où il y a Kissa, tout ça, tiens, ces gens du Sud, tout ça, ah non, moi je ne vais pas, parce qu'on va me taxer d'opposant. Voilà, on pense que le Sud c'est l'opposant. Alors, il faut que le Congolais sorte de ce principe qui nous démolisse. Alors, parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de régler entre nous jeunes les problèmes que les anciens, ils ont créés. Voilà, ils avaient leur conflit. Mais aujourd'hui, quand on parle de droit de mémoire, moi, ça ne me concerne pas du tout. Le jeune aujourd'hui qui a 20 ans, qu'est-ce qu'il a à voir avec un droit de mémoire? Voilà, exactement. Il n'a rien à voir. Je pense qu'il faut qu'on balaye tout ça. Moi, j'appelle une jeunesse consciente et responsable. Que toi, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tu sois pessimiste ou pas de n'importe quel mouvement, si tu sens que tu peux ramener quelque chose, ramener un vent particulier au Congo, quelque chose qui peut aider les Congolais, il faut le faire à travers des plateformes, pas forcément des partis. Voilà. Donc ça, c'est l'appel que je fais à tous les Congolais qui sentent le besoin d'apporter le pierre à l'édifice. Voilà. Nous ne sommes pas dans les clivages, parce que les clivages détruisent le pays. Mais écoutez, si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause des clivages. Tout à fait. Voilà, c'est à cause des préférences ethniques, des préférences claniques. Et déjà, le fait d'avoir mis au Congo des partis politiques qui ne sont pas conformes du tout, parce que logiquement, ce parti doit être dissous, tous. Tout à fait, tous. C'est des partis. Ils ne sont même pas conformes à la constitution actuelle qui existe, qui doit être tous dissous. C'est des groupes claniques, des groupes ethniques, qui n'ont aucune idéologie, qui sont sur des logiciels dépassés. Et donc, si on continue avec ce genre de système, le Congo est voué à sa perte.